Merci, Monsieur le Président. Je tiens au début à remercier toute l'équipe organisatrice de ces 11e journées de psychiatrie de Sfax et du Sud. Et en tête de liste, mon ami Dr Samir Ayadi, qui a eu la gentillesse de nous inviter pour être parmi vous pendant ce week-end. Il nous a donné quand même un sujet assez difficile, qui s'appelle l'historique de la psychogénèse et de l'organogénèse en psychiatrie. Parce que voilà, donc c'est un sujet intéressant qu'on n'a pas l'habitude tous les jours d'en parler. Comme a dit donc Henri Hay, c'est un chapitre le plus difficile en psychiatrie, mais toujours c'est important de faire l'historique pour qu'on sache de nos jours actuellement où on est, dans quel concept on est, et c'est enrichissant. Donc au début du 19e siècle, au début c'était l'opposition entre fonctionnel et organique qui exprimait ce même débat à propos des maladies mentales. Donc au début on parlait de fonctionnel contre organique, et maintenant organogénèse contre la psychogénèse. Les termes psychogénèse et organogénèse étaient présents dans le vocabulaire psychiatrique depuis la fin du 19e siècle, mais ils n'ont pas eu l'exclusivité dans le domaine sémantique de la causalité. Donc, on ne parlait pas toujours les mêmes mots, c'est-à-dire d'autres termes comme endogène, qui étaient opposés le plus souvent à exogène ou bien réactionnel, psychogène, névrotique. Tout ça, ce sont des synonymes de notre concept d'aujourd'hui, justement, organogénèse et psychogénèse. Mais, au début, on va commencer par définir ces mots. La psychogénèse. L'histoire du terme de psychogénèse remonte à la première moitié du 19e siècle. Et c'est justement Aubrey Lewis, entre 1938 et la fin du 19e siècle, qui a défini le mot psychogenesis, qui faisait au début référence à tout ce qui était d'origine spirituelle. En psychiatrie, le terme a été utilisé la première fois en 1894 par Robert Sommer en rapport avec l'hystérie. Mais la définition qu'on va plutôt la retenir, c'est celle de Antoine Porot dans son manuel alphabétique de psychiatrie, qui définissait comme étant les mécanismes par lesquels une perturbation initiale de la vie affective va déclencher une série de désordres secondaires et de répercussions sur la personnalité. Donc, l'origine ici, c'est psychologique. Par contre, l'organogénèse, c'est quoi? L'organogénèse, ou bien il y a ceux qui la définissent comme étant la conception organiciste, mais c'est le même mot. Elle était apparue en 1940, et justement c'est le même auteur, Antoine Porot, qui la définissait comme étant la doctrine de ceux qui pensent que toutes les perturbations de la vie mentale ont cette fois-ci plutôt un substratum organique ou neurovégétif, et pas un substratum psychologique comme le cas de la psychogénèse. Maintenant, le vif du sujet, c'est un peu, on va parcourir un peu l'historique de ces deux concepts. Mais la psychiatrie, comme disait Philippe Pinel, a commencé comme discipline médicale autonome. Ça, c'est un rappel au XVIIIe siècle. Au début, à l'époque de l'Antiquité gréco-romaine, quelques symptômes et quelques signes ont été isolés et décrits, comme la phrénitis, c'est-à-dire l'agitation fébrile, la prostration fébrile, ou bien manie, hystérie ou épilepsie. Tous on connaît au début la théorie des 4 humeurs d'Hippocrate, c'est-à-dire, juste un rappel, le sang qui faisait référence au caractère sanguin, ou jovial, ou chaleureux. Deuxième humeur, ça a été la pituité ou la lymphe, c'est-à-dire plutôt un caractère lymphatique. La bile jaune, qui faisait toujours référence à une impression de force et de contrôle. Et enfin, la bile noire, venant de la rate et qui nous rappelle toujours la mélancolie. Après, c'est la médecine arabe. Les canons d'Avicenne ont été décrits. Entre autres, il parlait de la phrénésie une autre fois, qui est due à l'inflammation d'une partie du cerveau. Donc c'est plutôt organique ici. Les perturbations du sens avec la stupidité, la manie et la mélancolie. Et aussi, il a parlé des patients qui peuvent relever de la pathologie. Après le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, ça persiste la théorie des 4 humeurs, et on assiste maintenant à l'intervention de démons ou de dieux dans la folie. Et entre autres,
Les hallucinations peuvent être dues à une intervention divine ou bien à une possession démoniaque. Les sorciers, dont Jean Villers était le premier défenseur de cette théorie. On avance un peu au XVIIe siècle. Ici, aucune séparation clinique ou théorique entre les maladies du corps et les maladies de l'esprit n'ont été décrites. Et on trouve que Willis et Sydenham, qui étaient des médecins écossais, qui décrivent pour la première fois les délires sans fièvre. Donc, la mélancolie était un délire sans fièvre avec tristesse. Par contre, la manie, c'est un délire sans fièvre mais avec agitation, avec des liens possibles entre les deux concepts. Au XVIIe siècle toujours, donc Willis il parle de la première fois de l'hystérie en décrivant que ce sont des crises spectaculaires localisées au cerveau, donc il y a un côté organique. Sydenham aussi, il a parlé de l'hystérie de l'homme. Ils décrivent les maladies d'origine nerveuse, mais pour dire à la fin, ça a été une première approche des maladies nerveuses plus fonctionnelle que lésionnelle. Ici, c'est la deuxième période, c'est-à-dire on parle plutôt du côté fonctionnel, psychologique, que lésionnel. Entre autres, c'est les névroses. XVIIIe siècle, on assiste à l'apparition des nosologies, surtout avec Boissé qui décrivait les délires provoqués anatomiquement par des lésions cérébrales et des fibres névreuses, et moralement par défaillance de la volonté. C'est-à-dire nous avons un côté organique expliqué par les lésions cérébrales et un côté psychologique associé. On avance au XVIIIe siècle. Ça a été les premières descriptions cliniques des états dépressifs sous la forme du spleen. Et aussi une description plus fine des maladies nerveuses par Wyatt, qui définissait les maladies nerveuses comme étant une faiblesse du système nerveux, c'est-à-dire une explication plus organique. Aussi, on assiste à la première fois à l'évocation du rôle de la sexualité, entre autres, rôle néfaste de l'onanisme, c'est-à-dire des masturbations fréquentes. Au XVIIIe siècle, toujours, Cullen, en 1769, qui était élève de Wyatt, médecin écossais, il décrivent une nouvelle nosologie. C'est l'absence de fièvre ou de lésions localisées, et d'où la nosographie de Pinel, qui nous intéresse ici, qui a été inspirée de Cullen, avec les 5 classes décrites dans l'aliénation mentale, les fièvres, les phlegmanies, l'hémorragie, les névroses et les lésions organiques. Et ici, les névroses ont été décrites comme étant des troubles de la sensibilité et de la mobilité sans fièvre, ni lésions de structure, c'est-à-dire absence de support organique. 19e siècle, ça a été le passage de l'aliénation mentale vers, proprement parler, les maladies mentales, comme un concept assez à part. Et ici, c'est une époque importante. On se rappelle bien que Bailey, en 1822, a décrit la paralysie générale causée par le syphilis, avec une cause anatomique inflammatoire chronique méningée. Donc c'est une théorie purement organique pour expliquer des troubles mentaux. En fin de compte, la maladie commence par une monomanie ambitieuse avec des troubles éducatoires, puis une phase d'omanie avec des troubles locomoteurs, et enfin, elle s'achève rapidement avec une démence avec des troubles sphinctériens. Donc c'est un concept plutôt organique qui explique des troubles mentaux purs. La même période a vu le concept de la dégénérescence. C'est un deuxième concept de pathologie organique aussi. On connaît bien que la dégénérescence se définit comme un état mental qui est caractérisé par des troubles dans l'origine et l'hérédité, puis un affaiblissement acquis avec des causes externes comme l'alcoolisme, le paludisme ou bien la misère ici. Donc c'est une explication plutôt organique. Dans la même époque, on avance un peu, la première décennie du XXe siècle, C. von Economo décrivent l'encéphalite épidémique. Donc c'est une théorie purement organique qui touchait surtout les parois du troisième ventricule. Elle entraîne une symptomatologie au début aigu avec des altérations de la veille et du sommeil, ou bien une symptomatologie chronique avec des troubles graves de caractère et de comportement pervers. Donc on est toujours dans le concept de l'organogenèse. Les grandes synthèses cliniques et conceptuelles du 19e et du début du 20e, les névroses avec Charcot, qui a décrit sémiologiquement l'hystérie. Il a délimité les champs des névroses entre hystérie et neurasthénie, et l'éthologie elle était complexe. Mais l'essentiel, pas de lésion. Donc c'est un état morbide ayant pour siège le système nerveux central qui ne laisse sur le cadavre aucune trace décélable. Donc absence
de support organique, mais plutôt d'explication psychologique. Et Freud, avec les premiers travaux, qui a parlé du rôle du conflit intrapsychique dans la genèse des troubles mentaux, j'ajoute rien ici, en expliquant la névrose en termes de refoulement et de relations infantiles, les écrits de Sigmund Freud, puis de Jacques Lacan, vont, ce qui nous intéresse ici, éclipser pendant plusieurs décennies la vision réductrice d'une psychiatrie qui se voudrait exclusivement organique. Donc on passe d'une période où la majorité des explications étaient plutôt organiques vers le concept psychologique et la psychogenèse. On avance depuis le début du XXe siècle, des divisions se font sentir au sein de la psychiatrie. La division en France de la psychanalyse et de l'hypothèse freudienne et de la psychogenèse des maladies mentales, il va susciter de fortes oppositions, d'où le conflit des idées. Donc, d'un côté, Henri prendra la défense de la thèse de l'organogénèse des maladies mentales. Donc, il exclut toute psychogenèse et toute causalité psychologique des troubles mentaux. Pour lui, l'origine, c'est organique. Par contre, la thèse de la psychogenèse a été toujours défendue, surtout par Jacques Lacan, en référence à la psychanalyse. Donc, de son point de vue, la folie est constitutive de l'homme. Elle est le résultat des discordances entre le moi et l'être, entre la réalité et les productions imaginaires. Et pour Lacan, la causalité psychique existe bel et bien. Donc, il exclut toute explication organique. Je dirais un petit mot de l'organodynamisme, qui est un concept un peu ancien qui a été décrit par le psychiatre français Henri en référence après Jean Jackson, dont la définition elle est assez simple. C'est le deuxième point. C'est une action déterminante d'un trouble générateur cérébral ou somatique. Donc nous avons un support organique qui explique le trouble, mais associé à un rôle important de la dynamique des forces psychiques dans la structure et l'évolution du trouble mental. Donc il associe un peu les deux. Nous avons une lésion cérébrale, mais aussi avec un rôle des composantes psychiques. On a mis cette diapo juste pour montrer que actuellement, donc la conversion et la modernité, donc est-ce qu'on est dans l'organogénèse ou bien la psychogenèse? Il y a plusieurs questions qui se posent. Par exemple, 10% des pathologies initialement appréhendées sous l'angle neurologique, en fin de compte, à la fin, sont psychogènes, donc les deux sont liés. Aussi, l'élimination des pathologies organiques se heurte toujours aux limites de la sensibilité des examens paracliniques, donc toujours, on ne peut pas à tout moment éliminer une lésion organique, malgré que la conversion, elle était presque toujours mise sur un support psychique. On avance actuellement la chimiothérapie avec l'apparition donc de la pharmacothérapie, surtout en 1950. Pour avancer actuellement, nous avons la psychiatrie biologique qui explique que toute activité mentale qui peuvent se manifester ou bien par la communication, le langage, le comportement, elle est produite par le fonctionnement du cerveau et particulièrement le système nerveux central. Donc nous avons une explication plutôt organique. La circulation de l'influx nerveux se fait par libération de substances chimiques à partir d'un neurone présynaptique vers les récepteurs d'un neurone postsynaptique. Donc c'est le dysfonctionnement de ce mécanisme qui provoque la maladie mentale. Donc explication purement organique. Les recherches se font actuellement sur 6 substances, les neuromédiateurs capables d'exciter ou inhiber certains neurones. Donc la maladie mentale est d'ordre endogène, c'est une maladie de cerveau. La plupart des spécialistes de ce domaine admettent qu'on ne peut rien proposer de consistant dans le registre des névroses et que l'essentiel concerne le trouble bipolaire et la schizophrénie. Donc la théorie organique, elle est surtout claire dans deux troubles, le trouble bipolaire et la schizophrénie. À partir de là, les conceptions dopaminergiques et sérotonergiques se sont affrontées et se sont succédées. L'accroissement du nombre de neurotransmetteurs, de neuroleptiques, d'antipsychotiques, a permis de renouveler les hypothèses et d'argumenter les débats, sans qu'on puisse, au moins pour le moment, retenir quelques mécanismes à la fois simples et exhaustifs. Donc, pour finir, pour dire à la fin qu'on assiste actuellement à une grande confusion nosographique avec multiplicité des approches étipathogéniques, mais ce qui est important, c'est l'influence de multiples systèmes d'approche. On n'est plus dans un côté purement organique ou bien psychogène, mais plutôt un concept intégré. On parle de la psychanalyse, les approches cognitives ou comportementales, des approches biologiques, entre autres génétiques, l'épidémiologie et enfin aussi même le caractère transdémographique des thérapeutiques biologiques. Donc, d'où le modèle biopsychosocial qui intègre des concepts de la sociogénèse avec la psychogénèse et l'organogénèse. Et on assiste à
à la fin à la disparition de la dichotomie organique psychogène vers un modèle plutôt intégratif. Et merci beaucoup.